Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Nous sommes en guerre. Ça fuit ? Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait ? Mais je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche, mais visiblement... C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Non. Vous ferez attention avant de monter. Nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Ah non, on s'en fout. À Marseille. Mon chéri, le RIP que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Ah bah, il est dans le costume. Une compile. C'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Et voilà, on va parler évidemment de Titanic, de l'Assemblée qui prend l'eau, mais aussi on va parler de l'Iran, de Gaza, de la dette. Le programme, on va recevoir d'abord Pierre Martinet, ancien de la DGSE, auteur de Pris en otage, pour parler de l'Iran, du risque d'attentat. On va ensuite avoir Marc Toiti, économiste, conseiller chez eToro, pour nous parler de la dette française, qui n'en finit pas de gonfler. C'est vraiment inquiétant. Et puis à 13h, notre invité sera Pascal Boniface, géopolitologue, fondateur de l'Institut IRIS, auteur de Permis de tuer, pour parler à la fois de Gaza, mais aussi des derniers développements au Proche-Orient. C'est le sommaire de Poulain sans réserve. On est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. À tout de suite. Tinet, un ancien cadre, agent du service action de la DGSE, auteur de Pris en otage aux éditions Mareuil. Bonjour. Bonjour. Alors, vous connaissez bien le terrain, les opérations. Vous avez été en Libye, pris en otage en Libye notamment. Et aujourd'hui, une question se pose après les frappes américaines sur l'Iran, les frappes israéliennes sur l'Iran. Est-ce que la guerre des 12 jours est terminée, comme le dit Donald Trump, mais est-ce qu'on va rentrer dans une guerre hybride ? Est-ce qu'il y a un risque de voir des actions terroristes dorénavant en Europe et ailleurs pour continuer cette guerre, mais d'une autre manière que par missile interposé ? Alors oui, ça va certainement continuer. Ça a commencé bien évidemment avant, puisque avant que Israël frappe l'Iran et que les Américains frappent l'Iran, tous les services de renseignement de ces deux pays, en particulier Israël, étaient sur le terrain pour amener des informations, des localisations de personnes à éliminer, etc., etc. Alors, vous vous souvenez la déclaration du ministre des Affaires étrangères, qui a bien précisé que nous n'avons pas participé aux frappes, nous n'avons même pas été aidés à la planification. Donc ça explique aux Iraniens qu'on n'y est pour rien. Donc venez pas nous attaquer sur notre terrain en France, venez pas commettre des attentats en France, nous n'avons rien fait. Donc c'est une façon aussi de se protéger. Alors il peut y avoir des attentats en France, pas forcément sur des intérêts français ou des personnalités françaises, comme on a pu le voir avec le Drakkar à Beyrouth et tout ce qu'on a connu à Beyrouth. Moi, j'étais aussi à Drakkar. On y était à 7h du matin, donc c'est toujours gravé dans ma mémoire. Vous étiez dans l'immeuble ? J'étais pas dans l'immeuble. Non. L'immeuble, c'était des gens du 6e RIP. Oui. C'était une association du 6e RPIMA et du 1er RCP, des appelés qui avaient signé pour partir là-bas, des volontaires service long. Mais j'étais à Beyrouth à ce moment-là, donc dès qu'il y a eu l'attentat, on a tous convergé là-bas pour sortir des gens. Donc pendant une dizaine de jours, on a sorti des cadavres et quelques survivants. Donc là, c'était l'Iran. On a essayé de riposter contre l'Iran après avec une Jeep piégée devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Ça a loupé. Et donc oui, donc là, on était dans une autre configuration. Aujourd'hui, la France n'a pas frappé l'Iran, donc en théorie, l'Iran ne devrait pas attaquer la France, ne veut pas frapper la France. En revanche, l'Iran peut s'attaquer à des intérêts américains ou israéliens partout en Europe, partout dans le monde même. Ils ont déjà tapé sur une base au Qatar. Ils peuvent le faire en Europe et en France. Ça peut avoir des répercussions, il peut y avoir des dommages collatéraux, c'est le principe. Et oui, on pourrait être touché par là. Est-ce que c'est plus facile finalement d'organiser une vague d'attentats en Europe qu'aux États-Unis, puisque l'Iran a toujours fait état que le grand Satan c'était les États-Unis, mais à part le 11 septembre qui était certes un attentat d'une ampleur inédite, on a peu vu d'attentats islamistes ou de. Alors c'était du domestique terroriste, c'était des islamistes ou des personnes liées à la mouvance islamiste qui étaient intégrées aux États-Unis. Une attaque commanditée et préparée et avec une infiltration d'éléments extérieurs. À part le 11 septembre, il y a la plus spectaculaire. Les autres aujourd'hui, non. Alors
techniquement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait faisable. Faut pas non plus, faut pas non plus penser qu'en Iran, il n'y aurait pas des sympathisants aux États-Unis, il n'y aurait pas des sympathisants du régime islamique actuel. Donc, alors sur le plan technique, c'est faisable. Alors, je sais pas dans quelle mesure il pourrait, mais si ça se faisait, ça aurait surtout un impact symbolique. Parce qu'il serait à nouveau attaqué à l'intérieur, les États-Unis. Je pense que c'est faisable. En Europe, c'est très faisable, parce qu'il y a des ramifications du Hezbollah aussi, du Hamas. En fait, je pense que cette mouvance-là peut frapper en Europe sans problème. La France s'est mise un peu en retrait, justement, à condamner, mais elle n'a pas condamné. Elle était en même temps, qu'on connaît depuis 8 ans. Voilà, donc je pense pas qu'on ait des attaques sur les intérêts français. En revanche, il peut y avoir des dommages collatéraux. Et aujourd'hui, le renseignement français, parce qu'il y a quand même, sur ces frappes américaines sur les sites d'enrichissement nucléaire iranien, on a l'impression d'un cafouillage aux États-Unis, avec des médias qui disent qu'il n'y a pas eu de dégâts majeurs, la Maison-Blanche qui dit que c'est des services qui ont été annihilés. On a l'impression d'une guerre de l'info, clairement. Oui, c'est la guerre de l'info, bien sûr. Puis on a vu le dernier message de l'ayatollah. Oui, en disant vous avez rien fait. Nous, on est prêts à repartir, on quitte l'AEIA et on continue notre programme nucléaire. Qu'en est-il du renseignement sur ces cibles en Iran? Est-ce que là, on est capable d'avoir de l'information? Est-ce que c'est vraiment de la propagande de tous les côtés? Le Mossad est capable d'avoir de l'information. Tous les services, mon ancien service, on est parti faire du renseignement là-bas. Je ne parle pas aujourd'hui, je parle il y a prescription, c'était il y a 25 ans maintenant. Donc on a fait du renseignement là-bas également pour mesurer le taux de radioactivité autour des sites. Bien sûr que ça préoccupe tous les services. Pour répondre à votre question précisément, je pense qu'il y a un peu du vrai de part et d'autre. Je pense pas qu'il ait été totalement anéanti, le programme. L'intention est toujours là, je pense. Oui, clairement. Oui. L'intention est toujours là, et ensuite, ça l'a peut-être reporté. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ne saisisse pas l'occasion pour changer la philosophie de ce pays, la physionomie de ce pays, c'est-à-dire mettre en place des élections. Je fais pas de comparaison avec ce qui s'est passé par le passé. Il y a pas, je pense pas à une invasion terrestre, bien évidemment. Je pense que ça serait une erreur totale, comme ils ont pu faire en Irak, en Afghanistan. Ça n'a pas fonctionné. En Afghanistan, s'ils s'étaient contentés de faire tomber les bases d'Al-Qaïda, de faire tomber le gouvernement taliban en place à cette période, et s'ils s'étaient retirés, ils n'auraient pas été considérés comme une armée d'invasion, comme nous on a été considérés comme une armée d'invasion au Mali. Je vous rappelle qu'au Mali, au bout de 3 ans, ils ne voulaient plus nous voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça finit toujours comme ça, en fait, cette intervention sur le sol. On a l'impression d'une armée d'occupation au bout d'un moment. Exactement. La population se retournera forcément contre l'armée d'occupation. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains qui étaient sur notre sol, on les considérait comme une armée d'occupation. Certains les considéraient comme une armée d'occupation. En revanche, je pense qu'on aurait dû saisir l'occasion pour aller jusqu'au bout de notre démarche, c'est-à-dire faire tomber ce régime-là de l'intérieur, former une résistance, ça c'est faisable aussi, on sait faire, et de façon à ce que les Iraniens... Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que les Iraniens, c'est pas la Libye, c'est pas l'Afghanistan, c'est un peuple perse millénaire, avec des valeurs. Ils veulent... Moi, je suis en relation avec des Iraniens, ils veulent des élections, ils veulent un référendum pour savoir s'ils remettent en place une monarchie ou une république. Elle sera plus islamique. Mais pourquoi je pense à ça? Parce que par répercussion, on va retrouver une stabilité autour d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, quel est l'État principal qui finance, qui pousse les proxys autour d'Israël pour qui s'attaquent à Israël? C'est l'Iran. Si le Hezbollah disparaît, si le Hamas disparaît, si les Houthis sont anéantis, il y aura un peu plus de paix autour d'Israël. Et on va peut-être retrouver à terme 2 États. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable d'avoir 2 États en paix, puisqu'il y a justement l'Iran qui pousse à... Mais justement, on a l'impression que c'est la suite des opérations de Netanyahou. D'abord le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, et maintenant l'Iran, en disant et les Houthis, bien sûr, avec toujours l'aide et le soutien quand même des États-Unis. Sans ça, ce serait impossible. Or, aux États-Unis, on voit bien que Donald Trump ne veut pas être le président de la guerre, donc il montre des muscles en disant voilà, nous on est capable de vous bombarder. Maintenant, vous avez compris.
L'Iran réplique en prévenant attention, on va bombarder une base américaine. Oui, bien sûr. Donc c'est du théâtre. Il y a eu zéro mort. Hein, et quasiment pas de dégâts. Ouais. Donc on est sur du théâtre là, diplomatique. Mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a quand même un débat au cœur de l'État entre ceux qui veulent pousser au changement de régime et ceux qui disent ça suffit, on verra ça plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont connu quand même beaucoup de temps compliqués et difficile avec toutes les interventions que les États-Unis ont pu faire depuis. Ça coûte très cher, surtout. Ça coûte cher, mais il y a des vies humaines aussi. Et bien sûr. Depuis le Vietnam, les interventions. Sur ce qui est des interventions au sol, c'est un massacre. Mais c'est un massacre. Enfin, les gens sont entre les décès, les traumatisés à vie et les blessés qui gardent des séquelles à vie aussi. L'opinion publique américaine n'en veut plus, quoi. Évidemment. Et ça coûte. Les intérêts américains sont loin de ces théâtres d'opération. Exactement. Hein. Ils voient pas la nécessité d'aujourd'hui d'aller changer un régime. Cependant, je pense que en Europe aussi, l'Europe voit à court terme. Je pense que s'il y a une stabilité autour d'Israël, on aura une stabilité aussi en Europe parce que, enfin, vous êtes bien aperçu que depuis le 7 octobre en Europe, je parle bien de l'Europe, hein, je m'étends pas sur le reste de l'Occident et les États-Unis. En Europe, il y a quand même deux camps qui s'affrontent idéologiquement. Il y a les pro-palestiniens, les pro-Hamas et les pro-Israël. On est tous les uns contre les autres aujourd'hui face à face. Et donc ça fait un débat politique, ça repolitise le champ politique. Si demain, moi je pense honnêtement que tant qu'il y aura le Hamas, tant qu'il y aura le Hezbollah, il n'y aura pas la paix là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas, Mais justement, où on en est du Hamas et du Hezbollah? Parce que ça continue le Hamas. Ça continue le Hamas. Oui, le Hezbollah a été amoindri, a été de beaucoup quand même, entre les opérations spéciales, les pagers. Bien sûr. Sur on voit l'État de Gaza qui a été rasé quasiment. Donc je veux bien que le Hamas continue, mais le patient bouge encore. Quel moyen? Il bouge encore. Il bouge encore et je pense que tant qu'on n'aura pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire aussi couper le cordon entre l'Iran et ses organisations terroristes, parce que ce sont des organisations terroristes, hein, je pense que ça continuera. Ça ne fait que reporter le problème. Là, il y a un temps de pause. Je pense qu'avec ce qu'a fait Donald Trump, effectivement, il a frappé, c'était spectaculaire. La guerre de la communication, la guerre des images également. Enfin, les images, ce qu'ils ont pu montrer, ce qui s'est passé après avec cette communication assez forte. Hein. Vous avez vu comment les gens ils comparent ça. Certains comparent ça au 6 juin 44 quand même. Bon, ça va un peu loin. Non, mais tout était vraiment dans la démesure. C'est dans la démesure. C'est à l'américaine. Tout est à la démesure. En revanche, je pense que le programme nucléaire iranien aujourd'hui a été ralenti, freiné, amoindri, mais il est pas stoppé. Il est pas stoppé. Et je pense pas que le pouvoir en place veut s'arrêter. Et c'est là que je trouve qu'on est court-termiste et on est petits bras, parce qu'on va le retrouver dans 5-6 ans. Donc on ne fait que reporter le problème. Je pense que depuis 1979, ce régime a démontré sa volonté de détruire Israël. Donc le jour où ils ont la capacité de l'arme nucléaire, c'est terminé. Mais est-ce que c'est pas aussi pour se protéger justement d'un changement de régime et dire nous on a la bombe maintenant, ne venez pas ici, et pas pour l'utiliser contre Israël? Les deux. Parce que c'est quand même. C'est les deux. Le jour où ils ont la bombe, la République islamique d'Iran, c'est la première république islamique. Hein, cette république, pour moi, c'est une date très importante dans la géopolitique mondiale. C'est qu'à partir de 1979, les autres ont dit c'est possible. 1979, c'est un tournant. 1928, la création des Frères musulmans, c'est quelque chose d'important, mais 1979, c'est un tournant aussi. Mais ils sont quand même assez isolés aujourd'hui, le régime iranien. On voit pas de support quand même franc et massif, ni des Chinois, ni des Russes, qui sont pourtant soi-disant alliés. C'est pour ça que je pense qu'on a loupé le coche. On a loupé le coche en 2022, quand il y a eu cette pauvre femme qui a été arrêtée parce qu'elle avait le foulard qui était mal mis. Il y a eu la Révolution verte. Il y a eu la petite révolution derrière. Mais là, ça a été réprimé. C'est des Iraniens qui m'ont expliqué, qui m'ont dit qu'il y a eu de nombreux morts et encore plus que ce qu'on peut lire dans les médias. Il y a eu beaucoup de pendaisons, de soi-disant agents étrangers. Ça, c'est récent, ça. Mais à cette période-là, on aurait pu déjà commencer. Certains services ont la capacité clandestine de changer un service, de changer un régime, de l'intérieur, sans invasion, parce que je pense que ça serait Ils ne feront pas. Déjà, on voit que le Mossad avait beaucoup d'informations sur les dignitaires iraniens quand on voit les frappes qui ont été faites pour et beaucoup d'agents infiltrés, beaucoup de sources.
C'est quand même bien sûr. Impressionnant. Merci beaucoup Pierre Martinet, ancien du service action de la DGSE, auteur de Pris en otage, audition Mareuil. C'était pour faire le point un peu sur la suite des opérations avec l'Iran. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour l'édito. Prenez votre gilet de sauvetage. On va monter sur le paquebot France. Pas le France. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les énormes soldes débarquent chez Conforama. Le lave-linge Candy passe à moins 30%, soit 298,61 €. Pour une capacité de 10 kg et une classe énergétique A, énorme! Conforama. Offre valable selon date des soldes et dans la limite des stocks. Voir conditions sur conforama.fr. Sud Radio Mazamet. 104.1. Sud Radio. Oh là là, décidément, il n'y a plus de saison. Sauf chez Biocop. Parce que dans tous nos magasins, 100% de nos fruits et légumes sont bio et 100% de saison. Biocop s'engage pour vous permettre de choisir vos produits les yeux fermés. Et sans compromis sur la qualité ou la santé. Comme ça, la seule question à se poser, c'est ce que vous allez manger ce soir. Et puis, si vous êtes en panne d'idées, nos concombres Origine français croquants sont au prix engagé de 2,50 € le lot de 2 et 1,40 € l'unité. Biocop. Opération valable du 26 au 30 juin dans les magasins Biocop participants. Et retrouvez nos engagements sur biocop.fr. Vous aimez Sud Radio? Bonne nouvelle, elle vous accompagne partout. Demandez simplement « OK Google, lance Sud Radio » ou « Alexa, joue Sud Radio » sur vos enceintes connectées. Et pour ne rien rater, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sud Radio. Parlons vrai. Partout où vous êtes. Moi, je suis trop sentimental. J'ai gardé mon sac d'école. Je sais, c'est bête, mais il était plein de petits mots doux, de billes. Il faisait même poteau de foot. Avouez, ça vous met une petite larme à l'œil, là, non? Et puis un jour, on le met au placard, juste parce qu'on a grandi. Mais c'est pas juste, en fait. On peut faire mieux pour lui. Jusqu'au 14 septembre, contre votre ancien cartable, même s'il est usé, Cultura vous offre un bon d'achat de 10 € valable en magasin et sur cultura.com. Elle est pas belle, la seconde vie? Cultura. La culture avec un grand A. Voir conditions en magasin et sur cultura.com. Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis pire. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis pire. Pour donner des soins, j'agis. Pour préparer ma retraite, j'agis pire. Pour mon logement, j'agis. Pour assurer mon emprunt. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Chez But, il paraît que les soldes sont jusqu'à moins 50%. Je demande un exemple à tout prix. Inspirez-moi. Oui, chez But, l'aspirateur balai Roventa passe de 229,99 à 129,99 € seulement. Dans la limite des stocks disponibles, voir produits concernés en magasin et sur but.fr. Jouer en famille. Jouer avec le plus mignon des extraterrestres. Jouer à l'infini avec Jouer Club. Jusqu'au 2 juillet, avec 20% de remise sur tous les jeux de société Monopoly et Hasbro Gaming, le Monopoly Stitch est à 22,39 € au lieu de 27,99 €. Réservé aux porteurs de la carte magique, modalité sur jouerclub.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos fruits et légumes ont tous de très bons fruits et légumes. Bien cuisinés ou dévorés juste comme ça, ils vous feront dire « Oh, j'adore l'été, il y a tous mes fruits préférés ». Oui, vraiment, ils sont très bons, mais à prix discount, puisque nos clients les payent 23% moins cher que la moyenne du marché. Eh ouais. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché, cumule 4 semaines au 23 mars 2025. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Ça fuit. Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait? Je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche. Vous ferez attention avant de monter. Faites attention avant de monter dans le paquebot France. Alors, pas celui qui s'appelait paquebot France, le paquebot France sous la direction du capitaine Macron. Attention, la direction, c'est quand même le fond de l'Atlantique. Depuis l'élection du capitaine Macron, donc en 2017, on a complètement largué les amarres. Mais forcément, on navigue en pleine tempête et avec un gouvernail en mousse, une boussole qui pointe vers l'abysse fiscal et l'abysse de la dette, bien sûr. J'espère que vous avez un gilet de sauvetage avec vous. On embarque pour le grand naufrage tricolore. D'abord, on va visiter le pont supérieur. On va dire que c'est l'économie. Alors, Emmanuel Macron a décidé de transformer la France en start-up nation et on voit maintenant des licornes gambader, effectivement, mais surtout des factures d'électricité qui galopent comme des pur sang et surtout des faillites d'entreprises à la chaîne. Ces licornes sont ces start-up financées à coups de milliards mais qui n'emploient pas beaucoup de monde. Le pouvoir
d'achat, bon bah c'est l'équivalent de la plongée sous-marine en apnée, vous voyez, façon Jacques Mayol, sauf qu'à la fin, quand on finit et qu'on descend après plusieurs mètres, il n'y a pas de dauphin au fond, mais on trouve un vieux frigo rouillé et complètement vide. Les impôts, vous allez me dire, bah c'est comme un banc de requins, toujours là à tourner autour du canot de sauvetage du pauvre Nicolas qui rame, prêt à recueillir la dernière goutte de son sang. Et puis maintenant on va descendre dans le point inférieur, attention c'est là où ça devient compliqué. Cohésion sociale, on se rappelle les gilets jaunes, eux avaient non pas un gilet de sauvetage mais un gilet jaune, ils avaient sonné l'alarme en 2018 sur le pouvoir d'achat et depuis on a l'impression que tout le monde a gardé son gilet dans son placard, prêt à imploser comme le sous-marin, vous savez, qui visitait l'épave du Titanic. Ça c'était il y a quelques mois. La manif contre les retraites, bon bah on a eu les lacrymos et puis ça a fini par un conclave raté avec François Bayrou qui explique que les jeunes devraient se révolter parce qu'ils n'auront pas de retraite, en gros. La sécurité, oh bah une accumulation de faits divers entre guillemets, avec le déni des responsables politiques et la volonté de répondre à la violence par la vidéosurveillance avec, on sent bien que tout ça glisse comme une anguille vers une société du QR code pour tout le monde. Que dire de la salle des machines? Attention, là c'est très sale. Le gouvernail, soit il est à l'arrêt, soit c'est la case endettement maximum, mais pas pour la santé, non. L'idée, c'est de transformer ce paquebot luxueux qu'était la France en une sorte de destroyer en plastique avec des torpilles, des exocètes, des gros canons. Bref, tout l'argent va aller vers la défense, les 5% bien sûr pour l'OTAN. Le clou du spectacle, évidemment, c'est l'équipage. Depuis 2017, l'Assemblée nationale ressemble à un épisode des naufragés sur Koh-Lanta. Vous savez, des alliances improbables, des trahisons, on essaye de bouffer des bulots et puis il y a des conseils avec des torches enflammées en disant que la sentence est irrévocable. Toi, tu seras plus Premier ministre. Résultat, dissolution en 2024 et vous avez entendu, maintenant ça fuit même à l'Assemblée nationale. Mais le mieux, c'est le capitaine Macron. Alors lui, pour lui, c'est la croisière s'amuse. Des dîners d'État, des voyages internationaux, des dépenses sans compter pour le prestige, avec un seul mot d'ordre, c'est pas ma faute, c'est l'équipage et les passagers qui sont nuls, mais quand même il sait dire merci. Je voudrais dire un très grand merci. Merci, un très grand merci. On a l'impression que c'est déjà un peu comme le capitaine du Costa Concordia. Tu sais, il se barre en plein naufrage. C'est un peu ça. Pour les matelots, c'est le sauve qui peut. Sauf que je vous préviens, il n'y aura pas de gilet de sauvetage pour tout le monde. Et pour les passagers, il est temps de sortir de sa cabine et peut-être de choisir la prochaine escale. Bon, je voudrais pas trop plomber l'ambiance. Rassurez-vous, on flante encore, tout n'est pas perdu et on va être peut-être en mode croisière s'amuse un peu. Ah voilà, c'est rassurant. Allez, montez à bord. Et on va accueillir notre prochain passager. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre prochain passager, c'est Marc Toiti qui monte à bord du paquebot de l'amour, de la dette plutôt. Marc Toiti, économiste et conseiller économique chez eToro avec la chaîne Marc Toiti TV sur YouTube. Bonjour. Merci Alexis, bravo pour votre chronique, elle est exceptionnelle. Franchement, c'est tellement bien dit, c'est tellement vrai. C'est incroyable d'ailleurs. Ça fait quand même froid dans le dos parce que on se dit quand même, mais on y va quoi. C'est vraiment le Titanic. Moi, c'est l'image que je donnais. Et on joue de l'orchestre qui joue de la musique. C'est ça, j'ai oublié l'orchestre. C'est vrai, j'ai oublié l'orchestre. Mais alors, qui est l'orchestre qui joue de la musique? Parce que, quand même, on apprend cette semaine que la dette française explose. Bon, on le savait, mais c'est avéré. De l'autre côté, on a un conclave sur les retraites où François Bayrou explique qu'il n'y a pas de solution, mais que c'est compliqué, mais bon, vous comprenez. Emmanuel Macron qui était à l'OTAN qui dit mais c'est pas grave, vous savez, 5% pour la défense, ça fait 140 milliards par an alors qu'on cherche 40 milliards et qu'on n'y arrive pas. Comment c'est possible d'en arriver là et pourquoi les politiques continuent de jouer l'évitement alors que quand on regarde les chiffres, ils sont catastrophiques? Complètement, je veux dire, aujourd'hui la France est dans une situation cataclysmique, j'ai envie de dire. Le drame, c'est que le bateau brûle justement, mais personne ne se rend compte, personne ne réagit. Alors je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, c'est tout simplement parce que pour l'instant, par miracle, la note de la France, de la dette publique française n'a toujours pas été dégradée. Oui. Et c'est ça qui nous permet de tenir, si vous voulez, de continuer à jouer de la musique alors qu'on voit que le bateau coule. Mais je vais y revenir, mais simplement sur ces chiffres, parce que je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui est en train de nous arriver. Je ne veux pas donner trop de chiffres, mais quand même c'est important de voir cette réalité en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 3 346 milliards d'euros de dette publique. C'est évidemment complètement énorme. Depuis 2017, ça a augmenté de quasiment 1100 milliards
Vous vous rendez compte? C'est Juste énorme. depuis que M. Macron est président, 1100 milliards quasiment d'augmentation de la dette publique. Mais à la rigueur, si grâce à cela on avait eu une croissance forte, on pourrait dire bon, au diable l'avarice. Mais ce n'est même pas le cas. Regardez, si on rapproche, on réduit un petit peu le prisme, juste depuis 2020. Regardez ces chiffres incroyables. La dette publique depuis 2020 a augmenté de 960 milliards d'euros. On est compte la somme énorme, hein, en moins de 5 ans, en 5 ans on va dire. Sur la même période, de combien a augmenté notre PIB, ça veut dire la richesse qu'on crée en France, augmenté de l'inflation? Elle a augmenté de 500 milliards. Oui, vous ne rêvez pas, il manque 460 milliards qui ont tout simplement disparu. Si j'augmente ma dette, et qu'en échange de cela, j'ai une croissance forte, j'ai le plein emploi, j'ai les 30 glorieuses, on peut dire, bah, c'est pas grave, on peut continuer comme ça. Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que nos dirigeants, parce que c'est nos dirigeants évidemment qui font cette erreur, augmentent cette dette de façon éhontée. Et moi, je n'ai pas arrêté depuis des années de dire arrêtez de faire ça, ça suffit. Et le drame, c'est que beaucoup d'économistes, évidemment marqués politiquement, disaient mais non, on s'en fiche complètement de la dette, tout va très bien, ça ne coûte rien, on va la faire rouler. Et ça, ces personnes sont des personnes complètement irresponsables. Je vais vous donner un chiffre très simple. Vous savez combien ça coûte cette année? Combien va nous coûter cette année juste la charge d'intérêt de la dette? Ça veut dire les intérêts de la dette. Ça, et ce chiffre de Bercy, hein, ça va nous coûter 70 milliards d'euros. Ce qui est le premier poste de dépense devant tous les ministères. Et surtout complètement jeté en l'air. Et dernièrement, c'est passé inaperçu, mais le ministre de l'économie lui-même a dit que à court terme, alors il n'a pas donné de date, mais à court terme, ça veut dire peut-être l'année prochaine, eh bien, cette charge d'intérêt de la dette, sur une année, va atteindre 100 milliards d'euros. Vous rendez compte? Alors, j'ai fait le calcul, tenez-vous bien Alexis, c'est incroyable. En 15 ans, donc c'est-à-dire donc de combien a augmenté juste les intérêts de la dette? Quasiment 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Juste les intérêts, on parle pas. Ouais, non, mais c'est juste fou. les intérêts. C'est-à-dire que ça ne fait pas de la croissance, ça ne fait pas du social, ça ne fait pas des hôpitaux. Vous vous rendez compte ce qu'on fait avec 1000 milliards d'euros? Mais deux questions. Jetés par la fenêtre. Donc, comment se fait-il que les agences de notation continuent de noter la France gentiment, on va dire, entre guillemets Écoutez, je rappellerai, moi je l'ai connu, peut-être que vous vous en souvenez, moi je l'ai vécu de l'intérieur à l'époque. C'est quand à l'époque la crise des subprimes, quelques semaines avant que ça n'explose, ces mêmes agences de notation notaient les produits basés sur des subprimes triple A. C'est-à-dire la meilleure note possible. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas du tout crédibles. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, la France, elle est encore double A, alors qu'on mérite le simple A. Mais quand même, depuis quelques mois, les agences de notation se disent que c'est la fin du film. Donc elles commencent à prendre leurs précautions. Alors, par exemple, Fitch, une des agences de notation, a dit « Mon modèle de notation donne une dégradation de la France à simple A, mais pour X raisons, je ne le fais pas. » Donc, ils ne disent pas pourquoi, ils font confiance au gouvernement pour réduire la dette. Mais ils nous disent quand même qu'ils devraient le faire, mais ils ne le font pas. Après, Moody's, encore plus fort, j'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Moody's nous a dit, écoutez, on est embêté parce qu'on ne peut pas attribuer une note à la France. Alors, on ne peut pas. Donc, c'est assez incroyable. Et la dernière, Standard & Poor's a dit, bon, effectivement, on devrait dégrader, mais bon, finalement, pour l'instant, on maintient la perspective négative, mais on maintient. Et c'est ça qui nous préserve jusqu'à présent. Le problème, c'est que je pense qu'après justement l'échec de la réforme des retraites, peut-être demain une autre dissolution de l'Assemblée, peut-être un nouveau gouvernement, etc. Là, ça ne sera plus durable. Et là, c'est comme avec les subprimes. À un moment, ils n'ont plus le choix. Ils doivent dire la vérité. Ils doivent acquiescer. Et là, ça va être la dégringolade dramatique, parce que évidemment, on n'est pas préparé à cela. Et là, la France peut générer une crise, évidemment, politique, financière, sociale, et même une crise de la zone euro au sens large. Donc, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est prévu? On a l'impression que les politiques sont dans le déni. Ils attendent simplement la Troïka, le FMI, la BCE, comme ce qui s'est passé en Grèce, en disant bon, on lâche les rênes et c'est maintenant un organisme supranational qui va faire ce qui fait mal, parce que nous, on ne veut pas le faire pour des raisons politiques. Alors ça fait vraiment froid dans le dos, parce que je me souviens, ici même, je ne sais pas si c'était avec vous, avec André, peu importe, mais j'avais dit à l'époque, attention, si on continue comme ça, le FMI va arriver à Paris. Et certaines personnes avaient réagi, non, mais vous êtes complotistes, etc. Là, il y a 15 jours, la ministre des Comptes publics, elle a dit elle-même que si on ne faisait rien, eh bien, on risquait la mise sous tutelle du FMI. Mais est-ce que c'est pas le plan? Est-ce que c'est pas le plan?
Ah non, j'espère pas. Encore une fois, c'est dramatique. J'espère pas que ce soit le plan. Parce que, encore une fois, rappelez-vous ce que ça signifie. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Grèce. Quand le FMI est arrivé. Eh bien, on a baissé les retraites de 30%. On a baissé les salaires des fonctionnaires de 30%. L'État ne pouvait pas payer certains fonctionnaires. Alors, il a payé l'armée et la police parce que pour maintenir le calme. Mais il y avait des agents de la fonction publique qui n'étaient pas payés pendant plusieurs mois. Vous vous rendez compte? Il y avait, on ne pouvait pas retirer d'argent aux distributeurs, au guichet automatique. Oui, attendez, mais je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire une mise sous tutelle du FMI. Alors, évidemment, je ne l'espère pas. Et moi, je n'arrête pas de dire, on peut faire différemment, bien entendu. Le problème, c'est que, disons-le, nos dirigeants, et notamment le capitaine que vous avez évoqué tout à l'heure, ne veulent pas. Non. C'est-à-dire, ils ne veulent pas, justement, faire les réformes qui s'imposent. Moi, je suis pour, justement, notamment réduire les impôts et réduire également des dépenses publiques. On n'y a pas le choix. Pourquoi attendre que ce soit le FMI qui le fasse? Vous vous rendez compte? Mais là, ensuite, n'oublions pas que si le FMI arrive, alors là, évidemment, ça sera une crise sociale et sociétale inimaginable. Déjà, quand on voit ce qui s'est passé à la fête de la musique, qui était une fête, ou lors de la victoire du PSG, qui était aussi une fête, ils ont tout cassé. Alors imaginez si demain, c'est pas la fête et que c'est vraiment le FMI qui arrive, alors, ce sera autre chose. J'imagine même pas ce qui va arriver. Merci Marc. On va marquer une courte pause et puis se retrouver pour parler justement des solutions que ne veulent pas prendre les politiques actuelles et pourquoi ce refus devant l'obstacle. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Toiti, conseiller économique chez eToro. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Marc Toiti, conseiller économique chez eToro et bien sûr sa chaîne YouTube Marc Toiti TV pour parler de la dette évidemment et des mauvais chiffres en France. Juste avant la pause, on parlait donc de cet audit, enfin le fait que le constat est là, et pourtant les politiques ne veulent pas faire les choix qui s'imposent. Quelles seraient en fait aujourd'hui les choses à faire pour éviter l'emballement encore au-delà de cette dette? Alors la solution elle est très simple. Il faut d'abord effectivement rassurer les Français, j'ai envie de dire. Et pour ce faire, il faut faire ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. Ça veut dire, faut pas mettre du Doliprane, réduire 10 milliards par-ci, augmenter 10 milliards par-là. Non, ça c'est quand on a mal à la tête. Mais ça résout pas un grave problème, une grave maladie comme aujourd'hui à la France avec ses dettes publiques. Donc il faut cette thérapie de choc, mais bienveillante. Ça veut dire, faut pas simplement baisser n'importe comment les dépenses publiques. Et d'abord, j'ai envie de dire, pour redonner confiance aux Français, il faut, tenez-vous bien, baisser les impôts. Baisser les impôts sur les entreprises et sur les ménages, bien entendu. Par exemple, baisser la CSG, qui est un impôt que tout le monde paye. Moi, j'ai fait des simulations, on pourrait baisser de 25 milliards d'euros cette CSG. Je rappelle que la CSG a été créée en 1991 par Michel Rocard. À la base, c'était 1%. Maintenant, on est à 9,2% et plus de 17% pour l'épargne. On voit que, évidemment, c'est dramatique. Donc là, on peut baisser de 25 milliards. Pareil sur les entreprises, réduire notamment et supprimer l'impôt sur la production. 25 milliards, ça veut dire, bon, on baisse les impôts de 50 milliards d'euros. Vous allez dire, alors comment on finance? C'est pas compliqué. Si justement je baisse les impôts, j'ai moins besoin de niches fiscales, que ça permet de gagner justement quelques recettes en plus, et parallèlement on aura une croissance qui va être plus dynamique. Donc ces 50 milliards vont nous coûter seulement 20 milliards d'euros. Mais surtout, dans le même temps, il faut réduire les dépenses publiques. Et c'est ça qui ne passe pas. C'est là où tous les dirigeants français, depuis la seconde, l'après, on va dire les années 50, tous les dirigeants français ont refusé de baisser la dépense publique. Et même, ils ont continué de l'augmenter en permanence. Sachez que, depuis qu'on a des statistiques, la dépense publique n'a jamais baissé en France. Elle n'a fait qu'augmenter, c'est ça. D'ailleurs, tout comme le nombre de fonctionnaires. On a eu nombre de déclarations de Nicolas Sarkozy, etc., qui disaient on va réduire par 2, etc. En réalité, le nombre de fonctionnaires ne fait qu'augmenter, là aussi. Mais ça, c'est une arnaque complète. Alors, c'est vrai que ça augmente plus avec M. Macron, mais même M. Sarkozy, ça a augmenté à l'époque de 0,6% pendant son mandat. J'ai regardé les chiffres. Vous savez, depuis 1997, le nombre d'agents de la fonction publique a augmenté de 22%. On compte plus d'1 million de personnes supplémentaires. On a aujourd'hui 6,1 millions d'agents de la fonction publique. Oui, mais si on enlève cette fonction publique, c'est des gens qui vont se retrouver au chômage. Y a-t-il assez d'emplois en France pour tout le monde? C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que si effectivement vous réduisez la dépense publique, alors déjà, comme vous savez, on ne peut pas licencier un fonctionnaire, parce qu'il laisse l'emploi à vie, mais par contre, effectivement, ceux qui partent déjà à la retraite, on peut ne pas les remplacer. Et ne pas surtout augmenter, faire des nouvelles dépenses. Tout à l'heure, donc j'évoquais 22% de hausse depuis 97 du nombre d'agents de la fonction
fonction publique, sur la même période, la population française a augmenté de 14%. Parce qu'on dit, oui, il y a plus de Français, il faut s'occuper de... Oui, mais et ça, le drame, c'est que malgré cette augmentation du nombre d'agents de la fonction publique, les services publics ne se sont pas améliorés. Non. C'est même, ça se dégrade de jour en jour. Mais donc, la question qui se pose, c'est où va l'argent, hein. C'est clairement la question c'est exactement ça. aujourd'hui que tout le monde se pose. Des moyens énormes. Je vous rappelle que nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques par rapport à notre richesse. C'est la France numéro 1 du monde. Et encore une fois, ça ne fonctionne plus. Alors moi, on me dit oui, mais c'est du social, etc. Attention, c'est vrai que pour 47% des dépenses publiques, c'est effectivement du social, mais attention, le deuxième poste, et là, ça va vous surprendre, le deuxième poste, ce sont des dépenses de fonctionnement. 32% des dépenses publiques sont des dépenses de fonctionnement. Et ces dernières années, depuis 2021, elles ont augmenté, tenez-vous bien, de quasiment 22%. Alors que les dépenses sociales ont augmenté de 11%. Donc c'est là où il y a au moins 50 milliards d'euros d'économies à faire, sans faire de drames sociaux. Vous savez ce que j'appelle ce qu'on appelle, c'est moi qui les appelle les ODAC, organismes d'administration centrale. Il y en a 700 en France. Ça coûte 140 milliards d'euros. Si on enlève la moitié, ça se verra quasiment pas. Vous comprenez? Mais c'est quoi ces organismes? On les connaît oui, bien sûr. Il y en a 700. Donc, je vais vous les énumérer. Il y en a évidemment 700. La plus connue, c'est Météo France, certes, mais il y en a effectivement, il y a énormément de... L'ADEME, etc., c'est ce genre d'organisation. Ouais. Sans parler des comités Théodule et autres. Donc, tout ça pour vous dire que on sait où on peut faire des réductions des dépenses. Après, bien entendu, il va falloir lutter contre les fraudes. Les fraudes sociales, les fraudes fiscales, ça peut également ramener 50 milliards d'euros. Et quand je parle de fraude fiscale, alors on me dit oui, c'est pas, je dirais, le patron de PME qui a fait une petite erreur comptable et que l'URSSAF va lui taper dessus. Non, c'est pas ça, les fraudes fiscales. La fraude fiscale, c'est l'économie parallèle. C'est la mafia. C'est les trafics en tout genre, qui représentent 14% de notre PIB. Et qui sont comptés dans le PIB, hein, bien sûr. Oui, 14% de notre PIB, c'est de l'économie parallèle. Et c'est ça pour moi la fraude fiscale. Et là, évidemment, on les laisse. On voit qu'évidemment, dans les cités HLM dont je suis issu, je le rappelle toujours, hein, j'ai grandi, je suis à 25 ans dans ces cités HLM d'Orly, en l'occurrence, donc j'ai bien connu ça. Mais là, aujourd'hui, il y a une complète impunité. Donc, on va embêter effectivement le petit salarié, ou le petit patron, ou celui qui a pas mis le PV, qui va avoir un PV pour stationnement. Lui, on va les embêter. Mais par contre, les parrains de la mafia, on les laisse continuer. Et là, il y a effectivement des milliards d'euros à récupérer. Et donc, si vous faites ça, évidemment, vous réduisez, parce que dans ma simulation, on peut baisser les impôts de 50 milliards d'euros, et tenez-vous bien, avec la baisse des dépenses publiques, le rebond de la croissance, ça génère une réduction de notre déficit de 80 milliards d'euros. C'est-à-dire, je peux baisser mes impôts et réduire également mon déficit. D'ailleurs, la plupart des pays européens l'ont fait. Regardez l'Italie, bien sûr. L'Italie, on se moquait d'eux, nous les Français, enfin certains du moins, pendant des années, en disant oui, regardez, ils sont pas sérieux, etc. Là, ils ont un déficit public de 3% du PIB, nous on est à 6%. Du simple au double, et cette année ils vont baisser les impôts de 30 milliards d'euros. Donc ça veut dire que on peut réduire notre déficit, réduire les impôts et faire. Il y a une autre ligne rouge quand même en France. Il y a que la France qui ne le fait pas. Il y a une autre ligne rouge en France, c'est les retraites. Alors, personne ne veut s'attaquer à certaines retraites en disant on ne peut pas baisser les retraites, vous comprenez, c'est compliqué. Donc tous les Français doivent payer, mais pas les retraités. Alors justement, sur le problème des retraites, il faut être très clair là aussi. N'oublions pas que le régime de retraite du secteur privé est à l'équilibre, voire légèrement excédentaire. Par contre, ce qui coûte très cher chaque année, c'est le régime des retraites de la fonction publique qui coûte entre 60 et 80 milliards d'euros de trous. Il n'y a pas. Donc il faut que l'État paye. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, il y a 6,1 millions d'agents de la fonction publique, il y a 6,4 millions de retraités de la fonction publique. Et donc il y a un manque à gagner énorme. Oui. Comprenez? Donc, ce qui veut dire que, évidemment, il faut aplanir. Il faut faire de la justice, justement, aplanir complètement, faire une égalisation des systèmes de retraite. Et puis, d'un autre côté, ne l'oublions pas, on n'y coupera pas. Il faudrait également mettre la retraite par capitalisation. Aujourd'hui, le problème de la retraite par répartition, c'est vrai que c'est un acquis social formidable, mais malheureusement, ça marchait quand on avait plus d'actifs que de retraités. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais pour la fonction publique, il y a plus de retraités que d'actifs, et au niveau national, il y a à peu près 1,4 actifs pour un retraité. Donc ça ne suffit pas, on ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Donc il faut dire la réalité aux Français, mais par contre, il ne faut pas obliger les Français à dire voilà, toi tu vas partir à tel âge de la retraite, il faut laisser les Français choisir. Et à ce moment-là, ils auront une retraite en conséquence, en fonction de partir plus tôt, partir plus tard, avec bien sûr une prise en compte de la pénibilité. Et donc tout ça, il faut jouer franc jeu. Le problème, c'est que on n'ose pas dire la réalité. On est dans le déni permanent, y compris sur les retraites. Mais je pense aux retraités qui ont cotisé toute leur vie. On va pas leur dire maintenant, désolé, on peut pas vous payer. Ils ont cotisé toute leur vie, vous comprenez? Donc le drame, c'est qu'aujourd'hui, il faut
reprendre ce système justement et l'améliorer. Et on me dit parfois, oui bon, ça va durer 20 ans, puis après ça ira mieux. Non, ça va s'aggraver. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui en France, le taux de natalité est passé sous le taux de mortalité. C'est bien un des problèmes clés quand même. Les enfants qui naissent aujourd'hui ne pourront pas financer notre retraite dans 20 ans, dans 30 ans. Donc on est vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment le Titanic qui est en train de s'effondrer, de couler, et on ne fait rien. On peut encore le sauver, mais il faut effectivement prendre le taureau par les cornes. Alors justement, prendre le taureau par les cornes, il y en a un qui l'a fait en Argentine, c'est Javier Milei. Est-ce qu'on peut avoir un Javier Milei en France, ou est-ce que c'est totalement impossible ? Alors, non, c'est pas impossible. Le problème, c'est qu'il est arrivé une fois que l'Argentine était vraiment, justement, alors pour le coup, elle avait vraiment complètement coulé. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend en France. On attend d'être vraiment, parce que là, on n'arrête pas d'alerter depuis des années en ce qui me concerne, et on me dit, oui, vous avez raison, mais ça va tenir, ça va tenir. Non, je pense que tant qu'on n'a pas compris qu'on est vraiment dans une situation catastrophique, on ne pourra pas réagir en conséquence. Donc c'était la force de M. Milei, c'est que finalement, il a dit maintenant, on a été tellement loin qu'on va pouvoir effectivement, une fois qu'on a touché le fond de la piscine, on rebondit. Nous, le problème en France, c'est qu'on n'a toujours pas touché le fond de la piscine. En fait, on veut pas le toucher, donc on le raque, voire on creuse un peu, vous voyez, pour pas le toucher. Mais c'est évident qu'il faudra le toucher. Et c'est en cela que je pense que c'est important de faire ce que nous faisons, ce que vous faites sur Sud Radio, ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Bon, j'ai plus de 233 000 abonnés, bien entendu, mais ce que font également sur d'autres chaînes et autres, c'est important de dire la vérité. Le drame que nous avons aujourd'hui, c'est parler vrai. On ne veut plus dire la vérité aux Français. On les infantilise, entre guillemets, on les déresponsabilise. Et c'est ça qui est très dangereux. Alors bien sûr, il y a aussi, il faut le dire, des économistes, des politiques qui disent des inepties en permanence. Quand ils disent que la dette publique, on s'en fiche, qu'il faut encore augmenter les impôts, que tout ira bien. Nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Je n'arrête pas de voir des PME, parce que je fais beaucoup de conférences en province notamment, qui me disent, moi, ça y est, je mets la clé sous la porte. Je voulais laisser... Ça, on a vu le nombre de faillites se multiplier avec le quoi qu'il en coûte. Ça n'a pas aidé. On a des records historiques de faillites d'entreprises en France et personne ne bouge. Moi, c'est ça qui me rend fou quand même. Et qu'attendons-nous ? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Je leur dis, alors à ce moment-là, faisons une élection, faisons... la seule élection qui pourrait régler les choses serait une élection présidentielle et on rebat les cartes. C'est un peu ça. Je pense qu'il est, encore une fois, un grand dirigeant. À quoi va-t-on un grand dirigeant ? On l'a vu ça avec le général de Gaulle en son temps. C'est qu'à un moment, il dit, là, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, il faut prendre les Français justement à témoin, quitte à partir, quitte à faire d'autres élections. Et à ce moment-là, on pourra réagir. Mais si on continue comme ça, vous l'avez dit. Et Madame de Montchalin, encore une fois, l'a dit, la ministre des Comptes publics. Elle nous l'a dit. Le FMI, il est là. Il est à nos portes. Donc, ils attendent. Donc, attendez. C'est pas une stratégie, ça. C'est vraiment pas une stratégie. Merci beaucoup. Comme on aime notre pays, on veut qu'ils s'en sortent sans avoir recours au FMI, et c'est encore possible. Sans avoir l'abordage de l'équipage pirate du FMI sur le Titanic français. Allez, je vous remets la musique, Marc Toiti, pour finir. Merci, Marc Toiti, conseiller chez eToro et la chaîne, bien sûr, Marc Toiti TV sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. À bientôt. Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite sur Sud Radio. Notre invité sera Pascal Boniface pour parler de Gaza. Tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et sans réserve, on continue jusqu'à 14h sur Sud Radio avec notre invité Pascal Boniface, géopolitologue, fondateur et directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et auteur de Permis de tuer aux éditions Max Milo, un livre qui parle de ce deux poids deux mesures sur ce qu'il se passe à Gaza depuis des mois maintenant, où on voit bien que la vie des Palestiniens, finalement, médiatiquement, ça ne compte pas, ou c'est traité de manière très différente par rapport à la vie d'autres citoyens. Il y a eu des frappes israéliennes hier qui ont fait 74 morts à Gaza. Imaginez un instant que des frappes du Hamas ou des frappes de l'Iran fassent 74 morts en Israël. On ne parlerait que de ça. Là, en fait, c'est tellement banal, c'est tellement quotidien qu'on n'en parle pas. 30 de ces morts ont été en recherchant de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire qui est de l'aide alimentaire, puisqu'il y a un blocus. Et donc, on a mis en place une association qui est en fait une association inhumanitaire. On parque les gens pendant des heures et puis après, on les fait courir. L'association s'appelle GHF, soutenue par Washington. Voilà. Et là, c'est Médecins sans frontières qui accuse cette fondation justement de causer ces massacres à la chaîne parce que à chaque distribution d'aide alimentaire, il y a des morts qui sont tués par des tirs de l'armée israélienne.
israélienne. Il y a des bousculades parce que c'est un blocus, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont plus rien. Donc on les parque et puis ensuite, en fait, on a vu aussi, c'est documenté, il y a eu des pillages dans le temps, mais des pillages ont été faits par des bandes armées qui sont soutenues et équipées par l'armée israélienne parce qu'elles peuvent lutter contre le Hamas. Et donc, effectivement, on a mis en place cette fondation, pseudo-fondation, dont le premier directeur a démissionné quand il a vu ce que c'était. C'était pourtant un ancien militaire américain. Et qui est là uniquement pour empêcher l'ONU et empêcher les ONG dont c'est eux le métier de fournir de l'aide humanitaire, de le faire. Et effectivement, on tire sur les gens qui viennent demander de l'aide humanitaire. Enfin, c'est quand même c'est scandaleux. Quelque chose qui est parfaitement inadmissible. On est dans le cadre du crime de guerre, là. Enfin, très clairement, quand vous tirez sur des civils et de doublement, quand vous bloquez l'aide humanitaire, quand vous bloquez l'accès aux aliments, l'accès aux éléments de la vie, l'accès à l'eau, l'accès aux produits d'hygiène, tout simplement, c'est un crime de guerre. Si en plus vous tirez aux gens qui viennent rechercher quelques denrées et de produits alimentaires, c'est un deuxième crime de guerre. Et pourtant, le soutien à Netanyahou ne faiblit pas. On continue de dire que c'est le droit de se défendre d'Israël, de continuer cette politique à Gaza. Les frappes sur l'Iran, d'ailleurs, ont mis Gaza en second plan. Est-ce que ce soutien, à un moment, va trouver ses limites ou est-ce que ça peut continuer comme ça ? On se demande, et effectivement, Netanyahou a très très bien joué, parce qu'en frappant sur l'Iran, alors comme l'Iran a très mauvaise presse pour de bonnes raisons, les dirigeants, c'est quand même Netanyahou qui a tiré sur l'Iran, c'est Israël, donc en droit. En droit, non. Même si on n'aime pas un pays, on ne peut pas lui déclarer la guerre. C'est ça le droit. C'est que la règle est la même pour tout le monde. C'est pas chacun a son droit. Donc c'est quand même Netanyahou qui a violé le droit international. Et du coup, les pays européens, comme c'est l'Iran, et qui est quand même aussi un pays problématique, on dit Israël a le droit de se défendre. Mais là, c'était plutôt le droit d'attaquer. Clairement, on mettait en place. Et puis effectivement, ça a permis d'invisibiliser encore un peu plus ce qui se passait à Gaza, parce qu'il l'a fait au moment où, même très timidement, les dirigeants européens, notamment français, allemands et britanniques, commençaient un peu à dire que, écoutez, quand même, à Gaza, faudrait tirer un peu moins, faudrait faire un peu moins de victimes civiles. Donc, du coup, on n'en parle plus. Et pendant que cet épisode de guerre des 12 jours, il y a eu des centaines de morts à Gaza. Oui, rien n'a changé, c'était la même politique. Non, ça s'est même intensifié. Sans parler, et là encore, pour tous ceux qui, très souvent, sont sensibles au sort des chrétiens d'Orient, qu'il faut défendre, notamment la droite française, qui est très sensible aux chrétiens d'Orient. Là, il y a 2 jours, il y a un village chrétien palestinien qui a été attaqué par des colons. L'armée est venue défendre les colons qui attaquaient ce village. Il y a eu 3 morts et voilà. Et on a brûlé des maisons, des voitures, les biens des Palestiniens. Et il y a eu 3 morts. Et donc, en fait, la vie est infernale à Gaza. Et elle est extrêmement pénible, pour ne pas dire infernale également en Cisjordanie, où les habitants civils de Cisjordanie sont soumis régulièrement aux attaques des colons, protégés par l'armée. Oui, protégés dans ces exactions, ce qui est assez terrible. Vous le disiez, ça commençait à craquer. Les institutions européennes avait publié un rapport, je crois que c'était il y a une semaine, le 20 juin, qui montrait qu'effectivement les crimes de guerre à répétition documentés dans la bande de Gaza devaient amener l'Europe à revoir son accord de partenariat avec Israël. Ce rapport a fuité et l'Europe se donne jusqu'à juillet pour voir éventuellement s'il faut faire quelque chose. Là, on voit vraiment le 2 poids 2 mesures. Parce que rien. Oui. Il se passera rien. Vous êtes sûr qu'il se passera rien? Je serais très étonné et agréablement surpris qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce que l'accord d'association avec Israël, il est agrémenté d'une clause de respect des droits humains, comme le fait toujours l'Europe, qui, quand elle donne un avantage commercial, et c'est un très grand avantage commercial qui a été donné à Israël, met une clause quand même de respecter les normes de l'Europe. Et là, effectivement, un rapport de la Commission met en scène tous les crimes de guerre de l'armée israélienne, mais l'Allemagne est tétanisée par le fait de critiquer Israël. Le poids de la Shoah fait que l'Allemagne permet à ce qu'il y ait des crimes de guerre qui soient commis au nom de sa culpabilité dans les années 30 et 40, à un tel point d'ailleurs que le chancelier allemand Merz a justifié les frappes israéliennes sur l'Iran. Et c'est un peu le paradoxe, c'est que le droit international que l'on connaît, qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, a été justement créé pour empêcher les drames que l'on a connus pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, Et l'Allemagne est coincée entre sa culpabilité à l'égard d'Israël et sa volonté de respecter le droit international. Mais on ne peut pas soutenir Israël et soutenir le droit international en même temps, puisque Israël est tout à fait en dehors des clous par rapport au droit international.
Et donc, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a d'autres pays aussi. Mais c'est vrai qu'un pays comme les Pays-Bas, qui a toujours été très pro-israélien, commence un peu à avoir des doutes sur sa propre attitude. Et on voit que le président Macron lui-même est un peu... il fait du en même temps. C'est-à-dire que il ne veut pas rompre le lien avec Benyamin Netanyahou en disant que ça lui permet d'avoir une influence sur lui. Mais très honnêtement, on voit pas trop l'influence qu'il peut avoir sur Benyamin Netanyahou, qui peut refuser l'accès de parlementaires français en Israël. On dit que c'est un pays ami, mais on ne traite pas les amis comme cela. Et qui peut aussi faire insulter la France par ses différents ministres. Donc voilà, l'Europe, et en fait c'est très grave pour la crédibilité morale de l'Europe. Parce qu'on n'a pas arrêté de dire aux pays du Sud, il faut prendre des sanctions contre la Russie, comme nous l'avons fait, dans la mesure où la Russie viole le droit international et bombarde des civils. L'Europe a mis une semaine à prendre des sanctions contre la Russie. C'était très rapide, oui. Et on est au 18e paquet de sanctions actuellement contre la Russie. Bon, et ça a toujours marché. Donc ça fait très longtemps qu'on prend les sanctions contre la Russie. Au bout de 20 mois de bombardement, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et mettons de côté le débat sur le génocide, il n'y a toujours pas la moindre sanction qui est prise contre Israël. Donc par rapport aux pays du Sud global qui prennent de l'importance diplomatiquement, ils nous disent, mais c'est bien beau vos leçons de morale, mais on n'achète pas cela, ce n'est pas très crédible. Et donc en fait, l'Europe montre doublement qu'elle est en fait en perte de crédibilité stratégique parce qu'on demande des choses à Israël qui ne sont pas obtenues et on ne fait rien. Et on accepte aussi un deux poids deux mesures qui fait que les autres pays en sont tout à fait conscients, ils nous le reprochent, et que ça crée aussi des troubles en interne, parce qu'il y a beaucoup d'Européens, de citoyens européens qui se mobilisent en disant que c'est pas tout à fait juste d'agir comme ça. Oui, mais on voit que ceux qui se mobilisent pour la Palestine sont parfois traités comme des terroristes. Le maire de Chalon-sur-Saône, qui fait du drapeau palestinien un emblème terroriste, qui veut l'interdire. Christian Estrosi qui accuse maintenant la justice française de l'obliger à retirer le drapeau israélien du fronton de la mairie de Nice. C'est quand même le deux poids deux mesures va très très loin. Oui, c'est très important ce que vous venez de souligner, parce qu'en fait pendant très longtemps on a laissé Christian Estrosi et d'autres mettre un drapeau israélien sur le fronton de la mairie sans que ça pose aucun problème. Et puis quand il y a des maires qui ont déposé des drapeaux palestiniens, il y a non, il faut pas de drapeau. Et donc on a demandé au bout de quelques temps, de même qu'on a illuminé la tour Eiffel aux couleurs d'Israël, on attend encore qu'elle le soit aux couleurs de la Palestine malgré le nombre de morts. Donc on voit bien là ce deux poids deux mesures effectivement très grand. Mais il y a aussi un problème par rapport à l'attitude de l'État français. L'État français soutient la création d'un État palestinien. Mais dès que des gens le demandent, ils sont facilement accusés d'apologie du terrorisme. Oui. Et donc, il n'y a pas de gens qui ont été accusés d'apologie de crimes de guerre. Pourtant, vous avez des rassemblements où on célèbre les exploits de l'armée israélienne, qui se passent sans aucun problème. Et par contre, dès qu'il y a des manifestations en faveur de la Palestine, très vite, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en examen, inculpés pour apologie du terrorisme. Souvent, les affaires se dégonflent, parce qu'il n'y a pas matière juridique à. Mais on voit bien que il y a, disons, une diplomatie française qui se voudrait active sur le règlement du conflit, et une politique intérieure française qui fait une chasse très dure au soutien de la Palestine et qui ne dit rien par rapport au soutien de l'armée israélienne. Ouais, on va en parler, on va marquer une courte pause et on va revenir sur justement ces soutiens médiatiques et au traitement de deux poids deux mesures avec vous, Pascal Boniface. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec Pascal Boniface, géopolitologue, fondateur et directeur de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, auteur de Permis de tuer aux éditions Max Milo, un livre qui fait état de ce deux poids deux mesures sur les morts à Gaza et le soutien finalement à une politique maintenant documentée de crimes de guerre. La question du génocide, elle est posée aux institutions internationales, mais en France, on a quand même des chroniqueurs et chroniqueuses qui à la télé peuvent parler d'enfants qui sont des boucliers humains, expliquer que c'est normal, après tout, on casse des assiettes. Caroline Forest a la Légion d'honneur, après avoir dit des horreurs à la télé et à la radio. En Belgique, c'est différent. Un des chroniqueurs qui parlait des Gazaouis qui mangeaient des crêpes au Nutella, lui a été viré, et où la télé s'est dit non mais on peut pas cautionner ces propos. Pourquoi en France une telle complaisance avec... Il y a une exception française, effectivement, j'observe que le débat est beaucoup plus libre en Suisse et en Belgique.
qu'en France. Alors, est-ce que c'est la culpabilité par rapport à Vichy, par rapport à l'antisémitisme joue beaucoup. C'est-à-dire que l'argument massu, c'est que si vous critiquez Netanyahou, vous êtes accusé d'antisémitisme. Oui. Et c'est quelque chose qui vous exclut du paysage public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent des propos hostiles aux musulmans, qui continuent d'avoir table ouverte sur les médias, mais quelqu'un qui aurait des propos antisémites serait exclu, c'est justifié d'ailleurs, de la scène médiatique. Mais là, il n'est pas question de propos antisémites, il est question de critiquer une politique gouvernementale. Bien sûr, mais disons, il y a un amalgame qui est fait, et donc en fait les gens se disent, oulala, je vais pas prendre le risque de dire cela. Moi, vous savez, j'ai plein de collègues, et comme vous d'ailleurs, vous avez plein de collègues qui disent sur Gaza, je pense comme toi, mais je le dirai jamais en public. Moi, je le dis en public. Parce que oui, mais vous avez beaucoup de collègues qui vous disent, je préfère ne pas le dire en public, parce que, et moi j'en ai plein en tous les cas. Vous avez des gens qui disent, je vais pas risquer d'avoir des emmerdements, de me prendre une shitstorm, de me faire emmerder sur les réseaux sociaux, et puis de perdre mon rond de serviette dans les médias. C'est ça, c'est la peur de perdre le strapontin. Exactement. Donc en fait, effectivement, vous pouvez raconter des mensonges documentés, dire par exemple, oui, Caroline Forest a dit qu'il n'y avait pas de blocus de l'aide humanitaire à Gaza. Ce qui est faux. Et que c'est faux, matériellement faux. Elle avait, rappelez-vous, dit qu'il fallait diviser par 5 ou par 10 le nombre de morts que le Hamas, que le service de sécurité de santé du ministère de la Santé du Hamas annonçait. Il faut plutôt l'augmenter que le diminuer. Mais malgré ces mensonges à répétition, elle a toujours table ouverte un peu partout parce que, effectivement, en fait, on est dans un monde où le vrai, le faux, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes dans le bon mouvement. Et si vous êtes dans le bon mouvement, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y ait le triomphe des fake news. Et donc là, vous voyez très bien dans le cercle médiatique qu'il y a des gens qui mentent, mais vraiment les yeux dans les yeux. Elle avait le bleu regard qui ment et qui continue de pouvoir avancer. Bon, je veux dire, quand vous êtes porte-parole ou ambassadeur. Porte-parole de l'armée israélienne ou ambassadeur de l'armée d'Israël, on n'attend pas de vous que vous veniez dire la vérité. On sait qu'il faut décoder. Disons que vos collègues qui les reçoivent pourraient être des fois un peu plus offensifs par rapport à eux et un peu plus le contredire. On voit un peu comment par exemple, il y a M. Rafovitz, qui est le porte-parole de l'armée israélienne, qui est quand même très souvent invité des chaînes d'infos en continu et qui n'est pas contredit, c'est vrai. Qu'il le soit invité, oui, il est normal d'avoir un les journalistes acceptent de les satisfecit qu'il peut leur donner est plutôt inquiétant. Et quand Laurence Ferrari reçoit un prix pour avoir bien couvert cela, c'est quand même un peu inquiétant, effectivement. Donc, mais au moins, eux, on sait d'où ils parlent. Alors, le problème, c'est que il n'y a pas de journalistes qui font leur métier, c'est-à-dire quand quelque chose est faux, le démonter. Et quand il dit que non, l'armée n'a pas tiré sur des civils, dire attendez, c'est faux, etc. Et puis vous avez des gens qui avancent masqués, qui sont en fait un peu qui viennent effectivement rapporter les éléments de langage de l'armée israélienne en passant soit pour des experts, soit pour des commentateurs. Et donc on a effectivement tous ces arguments, c'est la guerre, c'est normal, il y a des morts, comme si c'était normal de pouvoir bombarder des civils. Israël se défend, oui, mais le droit de la légitime défense implique une réponse proportionnée. Pourquoi Israël est capable de viser avec précision à la porte de l'entrée de prison à Téhéran et pas capable de viser avec précision les installations du Hamas? Pire, la question avait été posée sur la façon dont ils ont ciblé des dignitaires, des gardiens de la révolution iraniens, dans leur chambre à coucher, sans descendre l'immeuble. Et là, la question a été posée, pourquoi à Gaza, les responsables du Hamas n'ont pas été traités de la même façon? Donc en fait, s'il y a quelqu'un du Hamas quelque part, on tue tout le monde et Dieu organisera les siens, finalement. Donc on voit bien, effectivement, que tous ces arguments ne tiennent pas la route. Il y a aussi un argument qui a été répété ad satiété en disant vous parlez de Gaza, vous parlez pas du Soudan, donc vous parlez de Gaza parce que c'est Israël, donc vous êtes antisémite. Sauf que d'une part, beaucoup d'entre nous parlons du Soudan, mais la différence quand même fondamentale, c'est que le Soudan n'est pas notre allié. Le Soudan ne dit pas qu'il fait la guerre en notre nom. Les généraux soudanais qui se battent ne viennent pas dire que de l'Occident qu'ils viennent se faire la guerre. Donc en fait, Israël est un pays occidental, se réclame du camp occidental, se réclame être la seule démocratie du Proche-Orient de façon autoproclamée. Et donc effectivement, si nous soutenons, et puis on a pris des sanctions contre les généraux soudanais, on n'en a évidemment pas pris contre les généraux israéliens. Mais alors justement, Israël, seule démocratie de la région, il faut rappeler que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, est en procès. Donald Trump a demandé à ce qu'il n'y ait pas de procès. Là, un tribunal israélien dit si, on va le faire, le procès. Donc c'est quand même une démocratie. On voit qu'un responsable politique peut être devant la justice alors même qu'il est en exercice.
Oui, effectivement, et c'est vrai que la guerre a longtemps protégé Netanyahou, parce que sa grande crainte, c'est que si la guerre s'arrête, il soit jugé, et que s'il est jugé, il sera pas Premier ministre, il sera plutôt en prison. Et il est jugé sur des affaires de corruption, pas sur ce qui se passe à Gaza. Effectivement, Israël est une démocratie pour les Israéliens, pas pour les Palestiniens. Donc effectivement, le reproche, les accusations qui sont portées contre Netanyahou portent sur les affaires de corruption, sur des affaires de volonté de réforme de la justice qui pourraient mettre en cause la démocratie israélienne, mais portent pas sur son comportement par rapport aux Palestiniens, tant en Cisjordanie, où les ministres d'extrême droite font la pluie et le beau temps, ont armé les colons pour qu'ils puissent encore plus jouer aux cow-boys dans cette réserve d'Indiens qu'est la Cisjordanie. Et il faut quand même aussi rappeler, pour ceux qui soutiennent en se disant de gauche Netanyahou, c'est que ces deux alliés sont ceux qui appartiennent à la famille politique de ceux qui ont appelé à la mort d'Yitzhak Rabin et qui l'ont tué. Donc en fait, voilà. Justement, le poids des ultras dans le gouvernement Netanyahou, est-ce que il n'y a pas un danger de les voir le pousser à toujours plus de fuites en avant? On a vu l'attaque unilatérale contre l'Iran, on a vu les opérations au Liban, il y a encore eu des frappes au Liban récemment, la Syrie qui est tombée, donc l'appétit sur le Golan avec cette zone démilitarisée d'une certaine façon. Est-ce qu'il n'y a pas là, derrière le plan, le grand Israël, qui est demandé par ces gens-là, qui est en train de se mettre en place? Il se met en place parce qu'effectivement, Ben-Gvir et Smotrich, ils quittent la coalition de Netanyahou. Ben-Gvir, lui, il est ministre de quoi? Alors, il y a le Smotrich, le ministre des Finances, et Ben-Gvir, ou des colonies, de la sécurité, et Ben-Gvir des Finances. C'est ça. Ces deux postes. Les deux ultras du gouvernement. Les deux ultras. Et en fait, en mai 2024, un accord a été conclu sous l'autorité de Joe Biden, sous l'égide de Joe Biden, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autorité en l'occurrence, qui prévoyait la libération des otages en plusieurs phases et l'arrêt et un cessez-le-feu. Et ces deux ministres, Ben-Gvir et Smotrich, ont dit que si le cessez-le-feu se mettait en place, ils quittaient le gouvernement et donc Benyamin Netanyahou tombait. Donc les otages ont été sacrifiés. Parce que les otages qui ont été libérés, ils ont été suite à une négociation, pas suite à des frappes. Les frappes ont plutôt tué des otages, par ailleurs. Donc, en fait, Netanyahou, et ça lui est reproché par une partie des Israéliens, a volontairement négligé le sort des otages pour pouvoir poursuivre sa guerre et poursuivre cette fuite en avant dont on ne sait pas où elle va s'arrêter. Parce que là, le Liban est de nouveau bombardé, effectivement, malgré la trêve. La Syrie l'est régulièrement. Comment ça va recommencer à l'Iran? On a l'impression que la guerre est son horizon. Mais je relisais récemment un livre de Raymond Aron, donc grand intellectuel juif universaliste, avait écrit sur Clausewitz, le maître à penser de la guerre, et il disait, c'était en 76, donc, que Israël avait une stratégie militaire qui lui permettait des victoires militaires, mais qui l'empêchait de réaliser ses buts stratégiques. Et effectivement, on voit que la guerre est un moyen, normalement, pour obtenir quelque chose. Là, quel est le but stratégique? Peut-être, effectivement, virer tous les Palestiniens, parce que la vie, si vous êtes bombardé et que vous n'avez pas à manger, il va être difficile de rester à Gaza, et qu'en Cisjordanie, au fur et à mesure, à subir les violences des colons dans la plus totale impunité, au fur et à mesure, il est possible que les Palestiniens quittent la Cisjordanie et comme en plus on étend le nombre de colonies, de nouvelles colonies qui sont illégales ont encore été annoncées. Et là aussi, en fait, Netanyahou poursuit ses provocations par rapport au droit, par rapport à ce que lui demandent ses alliés européens, américains, sans que personne ne réagisse réellement. Oui, mais encore une fois, pour aller où? Parce que les Palestiniens ne sont pas les bienvenus par ailleurs. Enfin, l'Égypte a fermé, on ne sent pas non plus un accueil des pays arabes alentours. Il y a des plans pour les répartir un peu à droite à gauche, surtout c'est espérer de les décourager. Il faut quand même faire preuve d'une très grande résilience pour rester en Cisjordanie, malgré les humiliations, malgré le fait que la mort rôde dès que les colons arrivent, et à Gaza encore plus. Alors à Gaza, effectivement, il y a un blocage, puisque ni l'Égypte ni la Jordanie ne veulent accueillir des centaines de milliers de Palestiniens, qui serait un facteur de désordre et de déstabilisation chez eux. Mais on voit bien que Gaza est inhabitable. Gaza est devenu inhabitable, donc je ne sais pas ce que l'on va faire de ces gens-là, mais Gaza est devenu inhabitable et pour très longtemps. Et donc en fait, la poursuite, tout le monde a protesté contre le plan de Donald Trump de faire de Gaza une nouvelle Riviera, mais en fait, Netanyahou est en train de le faire, pratiquement, de le mettre en œuvre. On va marquer une courte pause et puis parler bien sûr de l'avenir de cette région, de la solution à deux États. Est-ce que c'est une chimère ou est-ce qu'elle est possible? Et puis de Gaza, avec vous, Pascal Boniface, dans un instant sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et notre invité, Pascal Boniface, le fondateur et directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, auteur de Permis de tuer aux éditions Max Milo, pour parler de la situation au Proche-Orient. On parlait de ce projet de Donald Trump, de faire la Riviera à Gaza. On se rappelle tous de cette vidéo par intelligence artificielle, juste peu après son élection, où il expliquait que ce serait une Gaza Trump. Et finalement, c'est un peu ce qui est en train de se produire. Vous dites qu'aujourd'hui, le but, c'est de vider Gaza de ses habitants pour en faire un nouveau territoire occupé ? Un territoire vidé plutôt. Vidé, parce qu'occupé, alors l'argumentation israélienne, c'est on a quitté Gaza et ils nous tirent dessus. En fait, quand vous faites le blocus d'un territoire, c'est comme s'il était occupé. Donc l'armée israélienne s'est retirée de Gaza et a organisé un blocus. Il était impossible d'entrer et de sortir. On ne pouvait pas pêcher à plus de 6 miles des côtes de Gaza. Donc ça équivaut juridiquement à une occupation. D'ailleurs, le regretté Stéphane Hessel a longtemps protesté contre cette occupation. Et quelqu'un qui n'est pas vraiment accusé d'être islamo-gauchiste, comme Nicolas Sarkozy, avait évoqué une prison à ciel ouvert pour parler de Gaza. Sauf que maintenant, on la bombarde. C'est-à-dire que des bombardements de civils, malheureusement, ça arrive dans les guerres. Mais là, on va voir des gens qui ne peuvent aller nulle part ailleurs, puisqu'ils sont soumis à un blocus. Donc au nord, au sud, on leur dit bougez, on va bombarder le sud, bougez au nord, bougez... Voilà, ils se déplacent sur une bande très limitée. Disons que les Ukrainiens qui sont bombardés, les gens qui étaient bombardés à Alep, en Syrie, les gens qui étaient bombardés à Grozny pouvaient fuir. Et là, ils sont soumis à un blocus. Donc, depuis le nombre de bombes qui est bien supérieur à Hiroshima au total, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire pousser à Gaza, il n'y a plus d'habitation, il n'y a plus rien, le temps de reconstruire ceci, de dépolluer déjà, simplement de dépolluer. Donc en fait, quand vous coupez l'alimentation, quand vous coupez l'aide alimentaire, les flux, même d'eau, et que vous bombardez les gens, c'est quand même une incitation à un nettoyage ethnique poussé. Et donc effectivement, même si officiellement personne n'a accepté le plan de Trump, et que les Européens, les pays du Golfe disent non, on va faire autrement, mais grosso modo, Netanyahou est en train de le mettre en pratique, en rendant Gaza inhabitable, et après on va dire il faut reconstruire. Et d'ailleurs, quand Trump avait parlé de son plan, il avait présenté ça presque comme un geste humanitaire en disant les pauvres, ils sont dans un endroit qui est devenu inhabitable, il faut reconstruire ça. Sauf que le temps de reconstruire, on les vire, et après on les empêchera de revenir. Bien sûr, oui, c'est un peu le but. Est-ce que aussi cette situation à Gaza, c'est pas la faillite de toutes les institutions internationales, l'ONU, la Cour de justice internationale, l'Union européenne, enfin, on a l'impression que là, tout le monde fait un pas de côté, regarde ses chaussures. Alors pas tout à fait, parce que la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice font leur boulot. Et d'ailleurs, mais tout le monde s'en fout. Alors, elles font leur boulot, sauf que le temps est long pour la justice. Et tout le monde s'en fout, effectivement. Alors oui et non, parce que le problème, c'est bien les pays occidentaux qui sont en totale contradiction avec les principes qu'ils affichent. C'est-à-dire qu'on a pendant des années, on a dit il faut défendre la Cour pénale internationale, il faut défendre le droit international, mais quand c'est Israël qui est en cause, on change totalement d'avis et d'opinion. On a fait la leçon aux pays du Sud pendant des années pour dire il faut agir dans tel sens. Une fois encore, on est en train de perdre notre crédibilité politique et morale dans cette affaire. Parce qu'on voit l'Europe qui, à l'occasion du sommet de l'OTAN, met en place une cour de justice particulière pour les crimes de guerre russes en Ukraine, en disant voilà, c'est formidable, mais pour ce qui est des crimes de guerre israéliens à Gaza, rien. L'Allemagne a même dit qu'ils pourraient recevoir Netanyahou alors qu'ils sont partis à la Cour pénale internationale. La Hongrie s'en est carrément retirée pour que Netanyahou puisse se rendre à Hongrie. Bon, les États-Unis n'ont jamais signé, comme la Russie, comme la Chine, et ces grandes puissances n'ont jamais signé quelque chose qui pourrait éventuellement les mettre en cause. Quant à la France, elle était un peu ambiguë, et c'est vrai qu'il y avait eu un communiqué triomphal lorsque un mandat d'arrêt a été émis contre Vladimir Poutine, et un communiqué très alambiqué lorsque Netanyahou a été inculpé. Donc, une fois encore, soit on défend le droit, soit on ne défend pas le droit. Certains ont dit, mais il est absolument anormal de mettre sur le même plan le Hamas et Israël. Il y a un groupe terroriste et un État démocratique. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas de la même nature, puisque la CPI avait inculpé en même temps 3 leaders du Hamas et Netanyahou et son ministre de la Défense. Sauf que la Cour pénale internationale n'est pas un organe juridictionnel, n'est pas un organe constitutionnel. Elle juge les actes internationaux commis par les uns et par les autres. Et donc, alors que ces pays, jusqu'ici, étaient accusés de faire du 2 poids 2 mesures, là, elle a franchi le pas
en appliquant la même règle, y compris un allié des Occidentaux. Et ça passe pas. Et pour les Occidentaux, non, parce que juger les Africains, c'est très bien. Juger Netanyahou, on est beaucoup plus gêné, effectivement. Donc, pour beaucoup, ils disaient, mais écoutez, vous parlez de la Cour pénale internationale tant qu'elle juge les Africains. Après, elle les met un mandat d'arrêt contre Poutine, c'est votre rival, ça va très bien. Mais voilà, le droit, une fois encore, il est universel et général. On applique la même règle à tout le monde. Mais on peut pas dire qu'il y a une règle pour les amis et une règle pour les rivaux et les ennemis, parce que là, on n'est plus dans le droit. On est dans le deux poids, deux mesures. L'autre terme de droit qui fait débat et qui est là dans le débat international, c'est celui de génocide à Gaza. Donc ces institutions internationales se penchent sur la question du génocide. Combien de temps ça va mettre pour avoir toutes les preuves? En janvier 2024, la Cour internationale a évoqué un risque de génocide. C'est ça, risque de génocide. Et donc là, quand même, c'était il y a longtemps, quoi. Et donc, alors Amnesty International, Human Rights Watch ont franchi le pas, Médecins sans frontières également ont utilisé ce terme qui fait débat, parce que pour certains, le terme devrait être réservé effectivement à la Shoah. Enfin, on l'a utilisé pour les Arméniens, on l'a utilisé pour le Cambodge, on l'a utilisé pour le Rwanda, on l'a même utilisé d'ailleurs pour Srebrenica, pour certains. Je vois que certains mettent en avant le génocide pour le sort des Ouïghours, mais refusent d'employer le même terme en disant non, c'est exagéré. Donc si on accuse la Chine d'un génocide par rapport aux Ouïghours, on n'a quand même pas bombardé aussi massivement les Ouïghours que cela. Ils sont réprimés. Je veux dire, je ne nie pas la répression des Ouïghours, mais on n'a pas tué des dizaines de milliers de Ouïghours en les bombardant jour et nuit. Donc effectivement, c'est un thème qui est sensible, mais je pense que les preuves s'accumulent de plus en plus. Notre président de la République a dit que c'était aux historiens de trancher sur ce point, de savoir s'il y avait ou non génocide. C'est pas aux historiens, c'est parce que c'est aux juges. C'est aux juges, aux historiens certainement, mais c'est aux acteurs publics d'agir. Or, la Convention de 1948 est une convention qui non seulement interdit le génocide, mais aussi réclame sa prévention. Donc, si c'est une convention sur la prévention du génocide, s'il y a un risque de génocide, il faut agir avant que ces génocides ne soient commis. Parce que là, ça sera trop tard. Et effectivement, les historiens jugeront, mais je pense qu'ils jugeront très négativement ceux qui se sont tus par complicité ou par lâcheté, les deux, et qui n'ont rien dit. Alors effectivement, je sais très bien, quand on met en accusation Israël, on subit des désagréments extrêmement importants, personnellement et professionnellement. C'est des menaces de mort. Oui, des interdictions d'antenne, sur de nombreux médias, Radio France et d'autres, etc. Mais enfin, voilà, je préfère, effectivement, je sais très bien le prix que depuis assez longtemps je paye pour dire ce que je pense. Je n'ai jamais été condamné pour antisémitisme, que je sache. Personne n'a jamais trouvé, s'il y avait la moindre phrase qui donne lieu à cela, tout le monde se serait précipité dessus pour le signaler. Mais effectivement, il y a, entre une fois encore, lâcheté et complicité, et il faut jamais ignorer la lâcheté, il y a un silence qui fait que, dans l'avenir, certains pourront dire, mais pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi vous avez laissé faire? Et très honnêtement, on ne pourra pas dire, nous ne savions pas. On ne pourra pas dire nous ne savions pas. Parce que même si beaucoup de médias invisibilisent ce qui se passe, tout le monde est au courant. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui existent, ça circule. Et d'ailleurs, en grande partie, le silence, disons, partiel, ou le biais médiatique de certains médias, nourrit le complotisme que l'on dénonce par ailleurs. Les grands médias ont mis, dans mon livre Permis de tuer, je fais une liste des unes de journaux. En fait, on voit très bien que c'est toujours d'un point de vue israélien que l'on parle, pas d'un point de vue palestinien. C'est les otages, bien sûr qu'il faut libérer les otages. La prise d'otages est un crime de guerre, donc il faut le dire également. Mais je veux dire, lorsque l'Iran a lancé quelques missiles sur Israël, tout le monde était, on a mal dormi. Mais ça fait 20 mois que les gens de Gaza ne dorment pas du tout. Ou quand il y a eu un hôpital frappé par les Iraniens, où là, Netanyahou est allé à l'hôpital en disant c'est un crime de guerre, c'est inacceptable. Plus c'est gros, plus ça passe quand même, parce que ils ont détruit systématiquement toutes les infrastructures hospitalières de Gaza. Sous prétexte que c'était des caches du Hamas, sans jamais apporter aucune preuve. Faut à chaque fois les croire sur parole. Et là, alors effectivement, on ne bombarde pas les hôpitaux, qu'ils soient israéliens ou Gaza, mais on ne peut pas s'offusquer que l'Iran attaque les hôpitaux israéliens alors qu'on a détruit
tous les hôpitaux à Gaza. À Gaza, aujourd'hui, on ampute sans anesthésie. Nous sommes en 2025. Il y a des enfants et des adultes qui ont été amputés sans anesthésie en 2025. C'est proprement hallucinant. Et donc là aussi, le deux poids deux mesures. Et je dirais simplement, on arrive c'est une insulte à notre intelligence de penser qu'une telle chose puisse être gobée. C'est vraiment nous prendre pour des idiots. Et donc il y a vraiment là, moi c'est ça qui me met un peu en colère, c'est que vraiment on insulte notre intelligence de penser qu'on peut gober cela. Et je veux dire, moi, j'ai fait l'étude de droit international, j'ai toujours pensé que le monde pouvait progresser. Que le monde progressait, qu'il y aurait de plus en plus d'encadrement de la vie internationale par le droit, et donc une diminution de la violence, la décolonisation, progrès de la démocratie, progrès des droits de l'homme. Nous assistons à un recul extrêmement important de cela, un déchaînement de la violence. Et moi qui suis enseignant, qui suis prof, qui suis pédagogue, j'ai toujours pensé que l'éducation permettait de mieux comprendre les choses. Quand j'entends certains débats, le nombre de mensonges, d'assertions totalement erronées, volontairement, qui sont faites sans qu'elles soient contredites, et le biais médiatique sur ce conflit me consterne. On va marquer une courte pause et revenir sur votre livre Permis de tuer aux éditions Max Milo. Pascal Boniface, à tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission avec Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'Iris, auteur de Permis de tuer aux éditions Max Milo, pour parler de la situation au Proche-Orient. Et on a avec nous Richard de Toulouse qui souhaitait réagir. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Je trouve que c'est bien que vous parliez de la guerre, parce qu'en fait, Gaza, aujourd'hui, l'information est complètement biaisée. C'est des choix volontaires, parce qu'il y a le choc des chiffres. Le choc des chiffres, c'est en un an, on a 50 000 morts, mais qui ont 20 ans d'âge en moyen. Et en Ukraine, en 3 ans, on a 50 000 morts civiles avec 40 ans d'âge moyen. Donc en fait, ça équivaut à 100 000 morts en Ukraine en 3 fois moins de temps. Voilà le choc des chiffres. Et malgré tout, on voit bien que cette guerre, si elle est aussi dévastatrice pour la population civile, c'est que c'est volontaire, parce qu'en fait, Netanyahou et l'armée israélienne n'ont pas voulu prendre les maisons une à une, s'approprier le terrain en ciblant les gens du Hamas, ce qui aurait pu être fait. Mais en fait, on voit qu'on a affaire à un massacre de lâcheté, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'espère que les Français qui n'ont pas la parole pourront réaliser ce malheur en regardant des enfants courir cet été sur la plage et en disant qu'ailleurs, ils sont massacrés comme du bétail et pire. Oui, c'est bien vrai. Merci beaucoup, Richard, de votre intervention. Les chiffres, justement, je crois que c'est le Harvard qui sort 377 000 disparus. Disparus, oui, disparus. Alors, il y a des gens qui ont pu fuir Gaza, il y a des gens qui ont quitté Gaza, on estime à 120 000. Mais en fait, par rapport aux chiffres officiels, alors certains disent oui, c'est émis à la fin du Hamas, mais on peut pas y croire. Donc, une phrase qui dit qu'il faut diviser par 10 ce chiffre. Et d'autres ont dit, mais on peut pas comparer la mort d'enfants palestiniens et la mort d'enfants israéliens. Un enfant est un enfant. Enfin, bien vraiment, c'est absolument abominable de dire cela. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de morts qui sont sous les décombres, qu'on n'a pas retrouvé. Et puis, là, on ne compte, ce chiffre de 56 000 aujourd'hui, ne compte que ceux qui sont tués directement par les bombardements. On ne compte pas ceux qui meurent de faim, on ne compte pas ceux qui meurent de leurs blessures par la suite, et on ne compte pas ceux qui meurent de maladies qui auraient pu être soignées, mais comme il n'y a plus d'hôpitaux, si vous avez un cancer, si vous êtes diabétique, vous pouvez mourir, alors que en d'autres temps, vous auriez pu avoir une chance de guérir. Donc en fait, le nombre de morts, à mon avis, lorsque tout ceci sera terminé, va être réévalué de façon extrêmement forte, et ça veut dire aussi que, en termes de pourcentage par rapport à la population, c'est extrêmement important, le nombre, par rapport aux 2 millions donc d'habitants de Gaza, 56 000 morts, peut-être 100, 200 000, c'est quand même extrêmement important. Certaines ONG montrent, si cela devait toucher la France, le nombre de morts que cela créerait. Et donc, effectivement, les chiffres sont les chiffres. Et puis, je veux dire, comment ces gens, une fois, ça fait quand même 2 ans qu'il n'y a pas d'hygiène, qu'il n'y a pas d'éducation, qu'il n'y a pas, que vont devenir ces gens? Enfin, je veux dire,
Il y a le risque aussi de voir la politique de la vengeance s'enclencher. Enfin, bien sûr. Ces gens qui ont perdu leur famille, qui ont perdu un membre, cette violence-là va créer de la violence. Vous ne combattez pas le terrorisme en nourrissant le terrorisme, évidemment. C'est-à-dire que si pendant 20 mois, vous allez vous coucher sans savoir si vous allez survivre demain, si votre père, votre mère, vos frères et sœurs vont survivre, vous n'allez pas nourrir une sorte de bienveillance à l'égard de l'humanité. Et je veux dire, c'est aussi notre sécurité qui est en cause. Parce que s'il y a du terrorisme, on en sera également les victimes. Et donc, en fait, bien sûr qu'il faut combattre le terrorisme, mais il faut le combattre avec efficacité, pas en voulant tout raser. On sait très bien que lorsque on fait des bombardements comme cela, de façon énorme, on va plus multiplier le nombre de terroristes. Enfin, on en tue, mais on tue des civils aussi. Mais si vous tuez des civils au milieu de vrais membres du Hamas, eh bien, vous allez susciter des vocations ultérieures. Et donc là, on voit la grande différence, c'est-à-dire que des gens effectivement comme Bernard-Henri Lévy ou André Glucksmann qui critiquaient les bombardements russes sur Grozny en Tchétchénie applaudissaient déjà à l'époque parce que c'est pas la première fois que Gaza est bombardé. Donc, mais là, jamais de cette ampleur. Et donc, si des gens, la guerre n'est toujours pas terminée, comment vont sortir de cela des gens qui, depuis 20 mois, sont soumis à des bombardements, le stress? Et bien sûr, il y a beaucoup de morts aussi du fait du stress. Et on sait très bien qu'en période de stress, vos défenses immunitaires sont beaucoup moins fortes. Donc le nombre de morts va être révisé à la hausse. Et puis, il faut quand même rappeler que Israël, qui se présente comme la seule démocratie du Proche-Orient, interdit toute présence de journalistes internationaux à Gaza. D'habitude, dans les conflits, il y a quand même la presse qui est présente. C'est normal. Mais on a vu que les journalistes étaient pris pour cible. Le nombre de journalistes qui ont été tués dans ces opérations. Vous avez votre consoeur, Gérald Vosner du Point, qui dit qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens. Donc, il n'y a pas de morts. Il n'y a pas de journalistes français non plus. Voilà. On ne tue pas de journalistes parce qu'il n'y a pas de journalistes palestiniens, comme s'ils n'étaient incapables d'être journalistes. C'est quand même une essentialisation un peu curieuse. Mais effectivement, ce que disent aujourd'hui les humanitaires et les journalistes, donc les journalistes, on ne peut pas rentrer à Gaza, mais il y avait des journalistes palestiniens qui étaient déjà à Gaza, qui continuaient à informer en envoyant leurs vidéos, etc. Et en fait, aujourd'hui, avant, on mettait un statut, un t-shirt presse, voilà, quelque chose pour signaler qu'on était de la presse, pour se protéger. Aujourd'hui, on devient une cible. Pareil pour les humanitaires. Quand vous discutez... On a vu le Croissant Rouge qui a été pris pour cible, qui l'a dit. Mais la Croix-Rouge il n'y a aussi, pas eu de suite à ces attaques. Et donc, toutes les ONG ont eu un nombre et c'est le plus grand nombre de morts d'acteurs humanitaires dans un conflit parce qu'ils sont pris pour cible, effectivement. Parce qu'on ne veut pas qu'ils témoignent, on ne veut pas qu'ils viennent apporter, on ne veut pas que les journalistes témoignent, on ne veut pas que les ONG apportent une aide aux Palestiniens. Ouais, c'est assez terrible. Vous parliez que vous étiez depuis les années que vous occupez de relations internationales, que vous aviez l'espoir que ça aille mieux pour les droits de l'homme. Et puis actuellement, ce recul des droits de l'homme s'amplifie. À quand vous le datez en fait, cette bascule d'un rêve de progrès, un recul avéré? C'est une lente dégradation. On peut dire que moi j'ai cru à la paix entre Israël et la Palestine en 93, quand les accords d'Oslo ont été signés. Oui, ils étaient inégaux, mais c'était un espoir. Et il faut reconnaître que et le Hamas et les Likoudniks et les extrémistes israéliens ont tué le Hamas en commettant des attentats. Et du coup, Sharon, lui, quand il arrivait au pouvoir, s'en prenait à l'autorité palestinienne, donc c'est le Hamas qui commettait les attentats. Et puis l'assassinat de Rabin en 95 par un extrémiste israélien. Bon. Et puis au fur et à mesure, on a bien vu ce recul du droit au fur et à mesure. Alors bon, c'est Poutine en Ukraine, c'est aussi quand même les États-Unis en Irak en 2003. Et au moins à l'époque, la France a eu l'honneur, le courage et la lucidité de s'y opposer avec force. On était du bon côté de l'histoire à ce moment-là. Et d'ailleurs, jamais la France n'a été aussi populaire. Enfin, le regain de popularité de la France à cette époque pour avoir dit quelque chose qui était à la fois lucide et courageux. Ouais. Lucide parce qu'effectivement c'était la chose à faire et courageux parce qu'on s'opposait à l'hyperpuissance américaine. Et là, c'est nettement moins tranché comme position. Alors on voit que c'est en même temps, c'est-à-dire que là où la France était non alignée, elle est alignée, mais avec plus ou moins d'astérisques pour dire attendez. Disons que le choix qui a été fait, c'est de ne pas rompre avec Netanyahou. En fait, en leur temps, De Gaulle, Mitterrand et Chirac prenaient le choix de pouvoir rompre provisoirement avec l'allié américain, ou même, Mitterrand, quand il va faire en 82 le discours devant la Knesset, où il dit qu'il faut que les Palestiniens aient un État, un foyer national, et que c'est ainsi que la paix ira, il n'a pas demandé l'autorisation aux Israéliens de le faire, ni au président américain. On voit que
Aujourd'hui, la stratégie américaine, qui sont quand même ceux qui décident de ce qui se passe au Proche-Orient, qu'on le veuille ou non, c'est l'Alliance d'Abraham, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les États autour d'Israël soient bienveillants à l'égard d'Israël, et donc in fine, en finir avec le régime iranien. D'où l'attaque. Ce qui a changé entre Trump 1 et Trump 2, c'est l'Arabie Saoudite. Ouais. C'est-à-dire qu'entre-temps, d'ailleurs, les Saoudiens se sont rendus compte que ils étaient mieux. Ils ont vu la débâcle de Kaboul, ils ont vu qu'en 2019, quand l'Iran les attaquait, les États-Unis sont pas venus à leur secours. Et donc, il y a une réconciliation sous l'égide de la Chine entre l'Iran et les Saoudiens. Et la Russie a condamné, alors que, effectivement, pendant le premier mandat de Trump, les Saoudiens demandaient à ce que l'on coupe la tête du serpent, pour reprendre leur expression. Ouais. Ils réclamaient, comme Israël, des frappes sur l'Iran. Aujourd'hui, les Saoudiens ont condamné très fermement les frappes sur l'Iran parce qu'ils n'ont pas envie d'une déstabilisation et ils savent que leur opinion, parce que même si c'est pas un pays démocratique, il y a une opinion, il y a une société civile, c'est un peu compliqué pour certains de le comprendre, mais il n'y a pas que dans les démocraties où il y a des sociétés civiles. Vu ce qui s'est passé à Gaza depuis 20 mois, une réconciliation comme cela avec Israël est juste impossible, le régime serait renversé. Donc Mohamed Ben Salman ne va pas signer les accords d'Abraham, sauf si Israël s'engage à aller vers la création d'un État palestinien, ce que Netanyahou et ses alliés refusent fermement. Oui, clairement, mais est-ce que ça peut changer dans les années pourquoi Israël changerait ? Pourquoi Israël changeait ? Quel est le prix à payer d'Israël de faire ce qu'il fait ? Aujourd'hui, non, il n'y a pas de sanctions internationales, il n'y a rien. Donc, soit tout d'un coup, il y a une crise morale. Vous savez, la paix maintenant était née avant Sabra et Shatila, mais il a eu beaucoup de succès après Sabra et Shatila, parce que les Israéliens se sont dit deux choses. Ce qui a été fait, c'est pas nous qui l'avons fait, mais on l'a laissé faire, c'est horrible. C'est une atteinte morale à la conception que nous avons d'être juifs, d'Israël. Et puis, nous risquons quand même d'être mis au banc des nations de ce fait-là. Et donc, c'est à la fois la conscience morale et la menace de sanctions. Là, la conscience morale, elle ne marche pas trop parce que le 7 octobre a été un tel choc pour les Israéliens que la vengeance l'emporte sur tout autre sentiment. Et comme en plus, ils savent qu'il n'y a aucun risque de sanctions, ils n'ont aucune pression pour arrêter. Ouais. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été notre invité pour parler de cette situation au Proche-Orient. Dans un instant sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie. Un autre sujet, quels sont les auteurs qui ont provoqué des émois érotiques ou qui vous ont aidé à vous construire, comme par exemple Bruno Le Maire ou Marlène Schiappa? Allez savoir, on en parle avec Brigitte Lahaie dans un instant. Vous êtes sur Sud Radio, restez-y, merci.